Bonjour Henri. Bonjour Didier, c'est un plaisir. Moi aussi. Alors, en fait, j'aurais souhaité que tu te présentes en quelques minutes pour que les prochains participants à notre conférence prospective puissent te connaître et savoir ce que tu vas leur apporter. Alors, je suis Henri Perret, je suis de formation ingénieur et j'ai 40 ans de carrière dans les rôles de développement, de patron d'équipe de développement, de support, etc. etc. Et puis, direction technique, puis chercheur, analyste pour Forrester Research pendant une vingtaine d'années autour des technologies de middleware. Mais qui m'ont conduit en fait à découvrir des choses qui sont intéressantes pour comprendre pas seulement juste la technologie pour la technologie, mais la technologie dans la transformation du monde que l'on voit arriver. Et donc à partir de là, j'ai effectivement fait des recherches sur ce que j'appelle l'impact des réseaux sociaux, notamment sur la construction des valeurs, notamment chez les jeunes, qui me permet aujourd'hui de comprendre un petit peu quelles sont les forces qui sont à l'œuvre dans la transformation du monde, notamment en passant par les valeurs. Et la transformation des valeurs, puisqu'on assiste à un transfert des valeurs séculaires qui ont conduit l'homme depuis près de 5000 ans à une organisation, à une manière de fonctionner, à une manière de se développer, une manière aussi de fonctionner en groupe, en communauté, à la prédominance maintenant probablement des valeurs sociétales qui font que les groupes s'organisent différemment, et notamment avec la technologie. Mais voilà, j'en dirai un peu plus probablement un peu plus tard. Alors, dans ce métier, et je sais qu'il te passionne, quelles sont les grandes tendances que tu vois arriver? Alors, le premier, c'est effectivement ce changement des valeurs profond, parce que nos jeunes, en réalité, ne se construisent plus les valeurs uniquement par la transmission de leurs parents ou de leurs aînés, ou des sages, qui était une transmission justement des valeurs séculaires, et qui faisait qu'en fait, un jeune ne comprenait pas son grand-père. Donc, il fallait 2 générations, globalement, pour qu'un jeune ne soit pas compris par son grand-père et ne comprenne pas son grand-père, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs. Le professeur Ron Engelhardt aux États-Unis a lancé une étude depuis près d'une vingtaine d'années pour montrer justement l'apparition de ces valeurs sociétales. Alors, je simplifie évidemment toute la recherche de ce professeur éminent qui fait des recherches comme ça à travers le monde entier. Mais en gros, il dit, ben voilà, les valeurs sociétales qui sont autour des valeurs du vivre ensemble plutôt, qui tournent autour de l'environnement, de la protection de la planète, la protection pas seulement des hommes, qui est plutôt séculaire, mais plutôt aussi des animaux et de tout être vivant, La faune et la flore, oui. la faune et la flore. Ça, ce sont des valeurs que l'on va dire plutôt sociétales. Et ce que l'on constate, c'est que comme ces jeunes se construisent leurs valeurs plus dans l'interaction avec leur père, c'est ce qui conduit de temps en temps à des mauvaises utilisations avec le harcèlement, hein, mais c'est comme ça qu'ils se construisent au moment de l'adolescence, eh bien, ils adoptent des paniers de valeurs qui intègrent beaucoup plus ces valeurs sociétales. Et donc, on voit des changements du genre 2 frères séparés seulement par 10 ans entre eux, eh bien n'ont pas les mêmes valeurs et ne se comprennent pas. Pourtant d'une même fratrie, pourtant élevés par les mêmes parents, avec la même éducation. Absolument. Alors, peut-être juste en synthèse pour livrer quelques clés bien avant la conférence. Dans la situation où nous sommes aujourd'hui avec le Covid-19, d'après toi, est-ce que c'est un accélérateur de rupture, de bascule? Ah oui, complètement. Le fait qu'on soit confiné, qu'on soit obligé de se poser des questions, de se dire mais euh, c'est quoi la priorité? Est-ce que la priorité c'est de protéger mes enfants? Est-ce que c'est de gagner de l'argent? Est-ce que c'est de survivre puisqu'ils sont toujours là, ces priorités? Ou est-ce que ben, il faut que je commence à aller voir mon voisin? Est-ce que je peux pas essayer de l'aider? Est-ce qu'il n'y a pas des liens de solidarité? Des liens aussi parce que le confinement nous oblige véritablement à atténuer un certain nombre de rapports sociaux que nous avions avant dans le monde du travail, par exemple, pour retrouver des rapports sociaux ben, via la technologie.
Et on est en train de reconstruire des rapports sociaux où justement on est en train d'adopter ces fameux réseaux sociaux pour se regrouper, pour chanter, faire de la musique à 20 heures, remercier les soignants et envoyer quelque part. Et là, on est en train de découvrir ce que j'appelle la deuxième révolution, c'est-à-dire la deuxième manière d'utiliser les réseaux sociaux pour faire du social, pour réduire cette distance sociale qui a été imposée par le confinement, autour de valeurs. Et ça, c'est un accélérateur extrêmement fort. Donc, oui, effectivement, le coronavirus est en train d'accélérer une tendance que j'ai décodée il y a déjà 10 ans. Et alors, quel va être, d'après toi, l'impact sur les entreprises? Je me posais la question. Il y a des entreprises, j'ai lu un article sur le Nouvel Observateur hier, où en Italie, Giorgio Armani et d'autres grandes marques ont bloqué leurs usines pour se mettre à fabriquer des vêtements pour les médecins, les infirmières. LVMH s'est mis à travailler et à produire, à arrêter ses chaînes de parfums pour produire. Du produit hydrogel pour se laver les mains. Et donc, est-ce que ça va avoir un impact pour la suite sur l'image et les valeurs d'une entreprise? Est-ce que les consommateurs vont s'en souvenir? Et donc, par corollaire, est-ce que les entreprises qui aujourd'hui ne font rien et essayent de défendre à outrance les dividendes des actionnaires et ne s'impliquent pas pour aider les populations et donc leurs clients dans cette crise risquent d'en avoir des conséquences? Alors, il y a ce qui va se passer pendant la crise, et effectivement, il y a les actes d'urgence et des choses comme ça. Donc, les citoyens, le consommateur va s'en souvenir effectivement, mais ça ne sera pas suffisant. Seules les entreprises qui vont effectivement prendre des engagements dans la durée, très profonds, vraiment engagés en reconnaissant la valeur qu'ils apportent et en comprenant mieux la valeur qu'ils apportent à leurs clients, mais aussi les valeurs. C'est-à-dire qu'un Armani, c'est pas uniquement de mettre comme il faut des costumes pour les hommes, etc. C'est leur spécialité, c'est très bien. Bon, ils font des costumes maintenant pour les soignants pour participer quelque part à cette espèce d'effort de guerre. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faut que demain qu'ils se posent la question, mais où est-ce qu'on les fabrique? Comment les fabrique-t-on? Parce que le client demandera de plus en plus à vérifier les valeurs de l'entreprise en question. Et que ce ne soit pas un espèce de coup d'épée dans l'eau, ou juste pour se montrer à ce moment-là, pendant la crise, et faire de la com, encore une fois. Non, ce qui change profondément, c'est que les gens, à la sortie de la crise, que je crois profondément, puisque je l'ai décodé depuis déjà maintenant une dizaine d'années, vont demander des preuves de l'engagement et de l'engagement durable dans la durée et de la profondeur de cet engagement-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des outils qui permettront de vérifier ça. C'est-à-dire que le consommateur sera à même de vérifier que la teneur de l'engagement. Une très grande marque, très connue, qui fait des milliards de profits, etc., vient d'annoncer, par exemple, qu'ils mettaient 10 millions d'euros sur la table. Mais non, on attend qu'ils mettent la totalité de leurs profits de l'année dernière. S'ils ont fait et distribué 1,5 milliard de dividendes ou quelque chose comme ça, sont-ils capables de mettre 1,5 milliard sur la table pour aider à sortir de la crise et de faire le changement nécessaire pour préparer l'après-crise? Oui, donc maintenant, ce que tu nous dis, c'est que les gens veulent un engagement total et en toute transparence. Alors, total, il est difficile de satisfaire tout le monde. Donc, le Oui, total est probablement un peu totalitariste après. Il faut trouver justement le juste milieu par rapport à ça. Et non, les consommateurs seront prêts à entendre et à patienter, je dirais, pour adresser leurs problèmes à eux. Mais engagez-vous vraiment sérieusement sur d'autres problèmes, même s'ils ne sont pas et si ça ne résonne pas pour eux. Mais il va falloir effectivement apporter des preuves. On ne demande pas dans un premier temps que les entreprises soient parfaites. On voit bien on va ressortir de là dans un monde qui va être en mouvement extrêmement profond. Mais c'est là aussi que l'on peut apporter des informations, des métriques, une sorte d'objectivation de où est-ce que l'entreprise pourrait s'investir et qui fasse du sens, non pas à une majorité, non pas à la masse des consommateurs, mais à une segmentation, puisque les consommateurs, on va ressortir de là avec chacun son propre système de valeurs, très fragmenté.
Et donc, on ne satisfera pas tout le monde. Mais montrer déjà qu'on fait quelque chose pour une partie de la population, c'est déjà bien. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il va y avoir la naissance de tribus de valeurs qui vont se regrouper, entre autres grâce aux réseaux sociaux. Ah, tout à fait. Et c'est l'identification de ces tribus de valeurs qui va être fondamentale pour les entreprises, pour savoir où, comment et pourquoi elles vont agir. En fait, ces tribus dont tu parles, Didier, tout à fait à bon escient, on appelle ça les engagés. Alors, c'est un peu notre vocable, mais c'est pour le discerner un petit peu dans de différentes populations et classes de population. On a les activistes qui sont très actifs sur un sujet donné. On a la masse en général, qui représente 80%, les activistes représentant 1, 2, 3%, quelquefois 5 grand maximum. Mais les extrémistes sont souvent vus par la masse comme étant extrémistes, comme étant trop forts, comme étant ne pas trouver justement quelque chose. Donc, ils ont tendance à ne pas engager la masse. Et puis, il y a les irréductibles, c'est-à-dire ceux qui n'en ont rien à faire du domaine en question, qui ne sont pas intéressés par le droit des animaux. Et on est tous des engagés parfois, des activistes parfois, dans la masse d'autres fois, et irréductibles parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tous les sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'un nouveau média qu'on appelle réseaux sociaux de l'engagement permet de détecter, comprendre ce que font les engagés, non pas individuellement, mais globalement, cette masse d'engagés, comment elle se comporte par rapport à un domaine donné. La masse des engagés de l'environnement ne raisonne pas de la même manière que la masse des engagés par rapport aux droits des animaux. Voilà un peu le type de fonctionnement. Et ce sont cette nouvelle population engagée où on sait que dès qu'ils atteignent 10%, c'est le point de disruption qui est très connu dans le mouvement des foules, etc., eh bien, on sait que ça a potentiellement le pouvoir d'engager tout le reste de la population, ou en tout cas le reste de la masse. Est-ce que c'est ça et plus que dont tu vas nous parler lors de la conférence, avec moultes informations ou plus de détails? Oui, j'essaierai de fournir effectivement des graphiques, des choses qui nous montrent et qui nous expliquent ce genre de choses avec des, des systèmes de valeurs. Je vais définir un petit peu ce qu'est un système de valeurs, à quoi ça correspond. Je vais définir un peu mieux ce que sont les engagés, d'où ils viennent, pourquoi. Euh, Leur comportement, on est au début de la recherche, donc je ne vais pas pouvoir dire la totalité là-dessus. On va essayer de découvrir un petit peu les modèles comportementaux. Voilà, c'est ce genre de choses que je vais développer lors de notre conférence. Est-ce que les gens qui vont venir ça va les nourrir, ça va leur permettre d'avoir des idées, ça va leur donner des pistes? Ah, j'espère, oui, que ça va leur donner des pistes de réflexion. Il n'y a pas de solution dans ce que je vais raconter, hein. C'est plutôt la découverte un petit peu de ce que sont le monde des valeurs, de ce que le monde prochain des consommateurs a valeur. C'est un peu tout ce monde-là que je cherche à partager parce que ça va affecter profondément le marketing, ça va affecter profondément les entreprises, mais toutes les organisations. Et on voit effectivement les gouvernements se poser beaucoup de questions. C'est quoi le prochain monde qui arrive? Comment va-t-on sortir de la crise? Comment allons-nous sortir? Plus solidaire ou au contraire plus individualiste? Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles je n'ai pas évidemment toutes les réponses, mais on va pouvoir aller tester, mesurer, objectiver cette sortie et surtout prédire quelle sera la prochaine décennie et comment sera cette prochaine décennie. Donc tu vas nous faire l'esquisse du nouveau monde. Oui, en partie, ou en tout cas, donner des pistes de réflexion, alimenter ces pistes de réflexion et qui ne doivent pas être que des pistes de réflexion puisque on cherche des données. Et c'est ça qui change tout dans notre époque, c'est que l'on est capable de mettre de la donnée sur énormément de sujets, y compris des choses non quantifiables aujourd'hui, comme sont les valeurs de l'amour, les valeurs de la beauté, et on va commencer à quantifier ce genre de choses. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens? Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu dans le modèle des valeurs que les gens arbitraient entre différentes valeurs tout au long de leur vie. Et que cet arbitrage est dépendant, il y a trois facteurs, puis un quatrième, mais trois facteurs principaux qui permettent d'arbitrer différemment suivant ces valeurs, que l'on s'est constitué en général au moment de l'adolescence ou dans l'adolescence un peu élargie, jusqu'à ce qu'on devienne un vrai adulte, c'est-à-dire aux alentours de 30 ans. Ces trois domaines, trois choses que l'on cherche à objectiver sont combien l'engagé est prêt à passer de temps, d'argent
ou d'énergie dans son engagement. Et à partir de ce genre de choses que l'on est capable d'objectiver, de mesurer, eh bien, on est capable de voir l'évolution des valeurs et d'aller effectivement comprendre comment ces valeurs non seulement évoluent, mais aussi comment elles sont appréhendées par cette population désengagée. Et donc, ça complète la symbiocratie avec laquelle, dans le cadre des valeurs, nous savons que ce sont des comportements, que ces comportements amènent à un résultat. Et donc, on peut mesurer l'impact des valeurs sur une organisation, une entreprise ou même un travailleur autonome, puisque à partir du moment où on définit le résultat humain et matériel que nous voulons atteindre, eh bien, on va pouvoir choisir les valeurs par rapport à nos métiers, à notre environnement, à notre marché, et mettre en place les comportements qui correspondent à ce monde nouveau. Tout à fait, et vraiment, c'est complètement en ligne avec ta recherche, Didier, depuis des années sur la symbiocratie, où effectivement, il ne peut pas y avoir de discordance entre le comportement, le discours, les valeurs, l'ambition altruiste et un certain nombre de choses comme ça. Tu as d'autres vocabulaires que les miens, mais on se rejoint tellement sur ces concepts-là qu'effectivement, si on veut devenir, je dirais, euh, cohérent, il faut effectivement aborder tous ces sujets-là. C'est une question de quelle est la nouvelle conscience que l'on veut avoir de nous-mêmes, mais de nous-mêmes vis-à-vis du collectif, des collectifs que l'on a envie de rejoindre, ce non plus des collectifs imposés, comme l'était le pays, comme l'était une religion, comme l'était, etc. Mais ce sont des collectifs choisis pour trouver cette cohérence. Et ça, c'est effectivement le titre de mon livre, Nouvelle conscience, nouvel homme, nouvelle société avec un S, pour comprendre justement combien cet accompagnement avec la symbiocratie, avec la capacité d'avoir et de mettre en place des données, des choses qui nous apportent de savoir pour aller vers une espèce de nouvelle sagesse avec plus de conscience. Est-ce que dans ta présentation, tu vas expliquer aux gens qui seront là, alors comment aller chercher les données, comment les trier, comment les polariser, comment les comprendre, ou est-ce que tu penses que ça, c'est un métier à part? C'est quelque chose qui est encore en cours de travail, que l'on appelle la nouvelle data science pour des vérités multiples. Je pourrais l'illustrer. C'est relativement complexe. Il y a pas mal de technologies derrière. Ça n'a pas grand intérêt, en fait, de détailler comment et quelles sont les technologies qui sont utilisées derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que l'homme va en faire. C'est Et ça, l'homme absolument. pilote du choix, dès ses choix, même si la machine ou ces technologies vont l'aider surtout à résoudre des problèmes de limitation de son propre cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tellement alimenté par des informations, par de la désinformation, par des fake news, que le cerveau humain arrive à ses limites de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour se sauver, pour se sécuriser, pour prendre les bonnes décisions. En fait, le cerveau humain arrive à ses limites et l'objectif un peu de ces nouvelles prochaines choses, mais c'est un peu du futurisme à ce moment-là, et c'est un peu la troisième étape euh, qui va arriver. C'est juste de dire, c'est pas la machine qui va vous gouverner, c'est vous qui allez gouverner la machine, mais vous allez être plus conscient et la machine va vous aider à vous apporter des éléments à cette conscience et à ces choix. Après, vous conservez le libre choix. J'ai très hâte de réaliser cette conférence et de pouvoir offrir au maximum de gens toutes ces informations et toutes ces données. Donc, on se retrouve. À Avec, très bientôt. à bientôt, Didier. C'est un plaisir de faire ça avec vous.